Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver. Alors j'étais avec vous tout à l'heure entre 8h45 et 9h, puis Sylvain a pris le relais. Nous avons accompagné en s'appuyant sur des arguments techniques, essentiellement la séance d'hier, la reprise de la tendance haussière des grands indices boursiers au sein de la zone euro. Le dollar américain qui a bien progressé depuis jeudi dernier, 200 pips de baisse pour l'euro-dollar, 250 pips de hausse pour l'USD CHF, des dizaines de dollars de baisse pour l'once d'or, la UD-USD qui baisse, je vais revenir sur le GBP-USD, les pétroles et les paires croisées bien sûr, bon bref. La livre sterling, le FTSE 100 qui rebondit dans un bas de canal, alors le FTSE qui est l'indice qui profite le plus du rebond technique des pétroles notamment, je vais revenir dessus puisque vous savez que dans l'indice de la bourse de Londres, le FTSE 100, il y a les gros poids lourds européens du secteur des matériaux de base et des compagnies pétrolières. Il y a au moins trois quatre grosses compagnies pétrolières dans le FTSE 100. Il y a des gros acteurs des compagnies minières aussi. Bref, il y avait d'ailleurs un bas de canal haussier il y a quelques heures sur le FTSE qui a bien fonctionné. Bref, vous avez compris, c'est l'émission où on parle de tous les actifs susceptibles de vous intéresser. Avant tout, un bref rappel aujourd'hui de ce qui nous intéresse et de ce que nous allons suivre en direct tout à l'heure à 14h30. Donc je vais sur le calendrier économique d'EliFX. Moi j'avais envisagé en fait cette semaine, en dépit donc d'une ouverture volatile hier, suite bien sûr aux événements du week-end, une séance assez classique parce que lorsque j'observais le calendrier économique de la semaine, eh bien c'était globalement des statistiques d'importance moyenne, mais permettant justement d'aller dans le sens des grandes tendances. C'est-à-dire que cette semaine, hormis les minutes de la Fed qui devrait soutenir le dollar américain, ou encore tout à l'heure à 14h30 l'inflation aux États-Unis qui devrait soutenir le dollar américain, il n'y a pas de grosses statistiques. Elles sont toutes publiées depuis le début du mois de novembre. Les banques centrales, le PIB, le marché maintenant se projette sur deux événements d'ici la fin de l'année. L'action très forte attendue par la Banque Centrale Européenne le jeudi 3 décembre. Et enfin, donc fin décembre, la Réserve fédérale des États-Unis qui, selon le taux d'intérêt, qui selon les contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Alors les Fed Funds c'est quoi? C'est cet argent, cette liquidité que la Réserve fédérale octroie aux banques commerciales américaines sur un horizon d'une semaine. C'est l'équivalent de l'opération de refinancement hebdomadaire qui a lieu auprès de la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, cette Banque Centrale Européenne pourrait avoir un taux de refinancement négatif en décembre ou renforcer, aller plus loin en territoire négatif pour le taux de dépôt. Bon, il y a plein d'options possibles. Dans tous les cas, cela continue d'exercer une pression baissière sur l'euro. La livre sterling, l'inflation dépasse les attentes pour ce qui est de l'inflation sous-jacente. Le ZOO est décevant. L'indice ZOO du climat économique en Allemagne au mois de novembre, décevant, peut-être que cela est lié au secteur automobile et notamment à Volkswagen. Dans tous les cas, du point de vue de l'inflation, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande la nuit dernière a revu en baisse ses perspectives d'inflation euh, à horizon 24 mois, donc 2 ans quoi. Et enfin, donc aujourd'hui, c'est le chiffre qui nous intéresse. D'ailleurs, cette semaine, il n'y a que deux statistiques importantes. Celle qui est attendue tout à l'heure à 14h30, à savoir une inflation US qui devrait s'établir en octobre à 1,9% selon l'indice des prix à la consommation. C'est énorme, 1,9%. Sachez simplement que lorsqu'on étudie l'inflation sous-jacente au Royaume-Uni et au sein de la zone euro, on est autour de 1%. Constatez ici 1,1%. Alors même si cet indice d'inflation n'est pas suivi par la Fed en priorité, malgré tout, on constate toujours cette forte divergence entre l'évolution des prix hors alimentation et énergie aux États-Unis par rapport donc à la zone euro ou encore à la zone britannique. Dans tous les cas, ce chiffre-là, on va le suivre en direct tout à l'heure à 14h30 pour le programme Wall Street Insider. Alors, vous venez de suivre les matières premières, les indices boursiers. Bon, on va continuer d'accompagner ces tendances qui sont toujours bien en place. Je vais commencer par les métaux précieux. Une fois n'est pas coutume, vous venez de sortir du Commodities Market Report. Je fais une micro-update. Je posais une question à Yoav justement à l'instant, avant de lancer le live. Je posais la question, d'après toi, quelle est la bonne résistance pour shorter l'once d'or? Parce que nous avons cette conviction que l'once d'or est un véhicule très adapté pour participer, profiter de la hausse du dollar américain. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous a mené à cette conclusion? Je vais vous montrer un tableau
que j'ai pas construit ce matin en fait, mais que vous pouvez faire vous-même sur la plateforme de trading, c'est la matrice des corrélations. Alors cette matrice des corrélations expose les coefficients de corrélation standard. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un coefficient de corrélation, je vous invite à faire des recherches sur 20 séances, donc sur un mois, hein, parce que par semaine il y a 5 séances. Donc sur un mois. L'idée c'est quoi? Depuis un mois, le dollar américain monte. Alors je me suis posé la question de savoir, du coup, quel est l'actif qui, en dehors de l'US dollar index de FXCM, qui a bien monté depuis un mois, quel est l'actif qui est le plus élastique à la hausse du dollar US? En clair, qui la reproduit le plus possible. Et lorsque j'étudie justement cette matrice des corrélations, eh bien j'observe que le plus fort coefficient de corrélation négatif, c'est celui de l'once d'or, moins 0,89, et que le plus fort coefficient de corrélation positif, c'est celui de l'USD-CHF. C'est-à-dire que l'USD-CHF à l'achat est donc plus adapté que l'USD-CAD pour participer à la hausse du dollar américain, et que la vente de l'once d'or est plus adaptée que la vente de l'euro-dollar pour participer à la hausse du dollar américain. En tout cas, c'est ce que indique ici la matrice des corrélations sur 20 séances, donc sur un mois. En clair, depuis que le dollar US ne cesse de monter, et depuis notamment la dernière réunion de la Fed et l'excellent rapport NFP du 6 novembre dernier. Voilà donc, moi, ici, ce qui m'intéresse. Alors maintenant, qu'en est-il de l'analyse technique? En swing, la zone résistante pour l'once d'or, elle est large. Elle est comprise entre 1081 et 1085. Alors à la question de savoir, peut-on encore vendre l'once d'or alors que ce marché a quand même fortement chuté depuis un mois, moi j'ai le sentiment qu'on peut toujours. À la question de savoir est-ce que l'once d'or pourrait inscrire de nouveaux plus bas annuels, j'ai envie de répondre par l'affirmative. Peut-on rejoindre 1000 dollars avant la fin d'année? Je pense que c'est très possible. Maintenant, à très court terme, la zone est comprise entre 1081,83 et 1085,37. Au moment où je vous parle, lorsque j'étudie les chandeliers H1, on constate qu'on vient de faire 4 heures de rebond technique et que pour le moment, le marché semble former un début de rejet sous 1081,83, mais c'est pas suffisant dans le sens où le chandelier H1 là n'a pas de validité puisqu'il n'a pas formé, il se terminera à midi. Donc on verra bien à midi la tête du chandelier H1. Mais clairement, il y a cette possibilité de voir au fond au-dessus de nos têtes une espèce d'énorme épaule tête-épaule. Ce qui, je pense, a piégé les acheteurs, c'est l'accélération du 16 novembre qui a été fortement réintégrée. Et lorsque vous allez sur DailyFX et que vous allez dans notre nouvelle section sentiments, alors vous avez ici une section sentiments où vous avez donc actualisé en temps réel le pourcentage d'acheteurs sur les principaux actifs. Donc si ça vous intéresse cette section sentiments, je vous donne le lien dans la section commentaires. Et bien sur l'once d'or, il y a presque 75% d'acheteurs et ça ne cesse de se renforcer alors que le prix diminue, avec toujours finalement cette fausse image qu'a le métal jaune d'être un actif refuge. L'avez-vous vu monter alors qu'il y avait des risques macroéconomiques ou politiques ou géopolitiques? L'once d'or baisse de manière continue, à un rythme certes qui varie, mais de manière continue depuis l'année 2013. Et quand même, il y en a eu des risques depuis l'année 2013. Voilà donc à propos de l'once d'or. Maintenant, qu'en est-il des paires majeures? Un bref tour rapide des paires majeures et ensuite je vous propose un tour d'horizon complet de tous les indices boursiers, le CAC, le DAX, le FTSE 600 notamment, et puis si vous vous intéressez à d'autres marchés, n'hésitez pas à me poser la question. Alors, l'euro-dollar lui baisse, sans surprise, depuis les 1,15 dollars et cette résistance majeure donc. Une succession de jambes de baisse, des phases de transition latérale, un canal de baisse, nickel. Le dernier signal swing vendeur a été donné à la cassure des 1,0810 dollars. Le marché depuis a perdu 200 pips et pour le moment tergiverse autour des 1,0660, 1,0690. Alors, doit-on considérer que l'euro-dollar a cassé le support des 1,07 dollars? La seule chose qui me dérange maintenant, moi, c'est le fait qu'on est assez éloigné de la partie haute du canal de baisse. Vous avez donc cette ligne de tendance ici sur l'euro-dollar qui attrape tous les sommets de marché depuis le 15 octobre dernier. L'autre chose qui me dérange, c'est l'USD-CHF qui a progressé depuis le milieu du mois d'octobre d'environ 700 pips dans le sens de la tendance et qui surtout se situe à environ maintenant 150 pips au-dessus du niveau des 1.
le pullback sur le niveau des 1. Alors le niveau des 1, ça signifie que pour 1 dollar américain, vous avez 1 franc. C'était le point d'achat parfait le 12 novembre dernier, encore le point d'achat parfait le 13 novembre dernier. Depuis, le prix progresse, et en effet, le taux de change du SDCHF a récemment cassé une résistance, ici donc, à 1,0095. La seule chose qui me dérange sur le court terme, c'est le tout dernier chandelier H4, qui n'est pas en état une shooting star, mais qui est quand même un chandelier d'épuisement, alors qu'on progresse de manière linéaire depuis le 12 novembre. Tout simplement pour vous dire qu'il n'y a aucun timing raisonnable ici pour gérer son risque, pour acheter l'USDCHF ou pour vendre l'euro-dollar. C'est-à-dire que soit on y est depuis les résistances et on abaisse les stops, soit on n'y est pas, et malheureusement, pour gérer son risque, le premier support tangible que je vois sur l'USDCHF, éventuellement 1,0095. Éventuellement un support qui est susceptible d'agir, vu la force de ce marché à la hausse, et qui va probablement se poursuivre d'ici la fin de semaine, parce que je pense que l'inflation cet après-midi, je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Personne n'a la science infuse sur les marchés. Par contre, j'ai la forte conviction que demain, les minutes de la Fed vont faire monter le dollar américain. Les minutes de la Fed demain, c'est pas une conférence de presse, c'est juste un document qui fera plusieurs pages et qui donnera le détail de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Et je pense que là, ça peut vraiment provoquer une grosse jambe de hausse du dollar US, plusieurs pips. Et donc l'idée peut être en amont de chercher un bon support. Alors, il n'y a pas en l'état de divergence baissière, ça continue de progresser. Premier support 1,0094. Alors pourquoi est-ce que je mets côte à côte l'euro-dollar et l'USDCHF? Parce que d'une part l'un est précurseur de l'autre, et pour quelle raison? C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Le coefficient de corrélation entre l'US dollar index et l'USDCHF, il est de 0,90. Le coefficient de corrélation entre l'US dollar index et l'euro dollar, il est de moins 0,70. Ce qui signifie que l'achat de l'USDCHF permet de plus profiter de la hausse du dollar américain que la vente euro-dollar. C'est juste mathématique, c'est une constatation, et ça va donc dans le sens de la tendance. Donc, je pense que à la recherche de cette stratégie de voir le dollar américain monter davantage avec les minutes de la Fed demain, probablement que, et comme c'est le cas d'ailleurs depuis le début du mois, que les supports de l'USDCHF sont le meilleur véhicule. Bémol donc en H4, on a un chandelier d'épuisement, ce qui me fait dire qu'au fond, il y a une possibilité, pour ceux qui ne sont pas dans le sens de la tendance, d'avoir simplement manqué le train. Puisqu'au fond, j'ai l'impression que la bonne gare, c'était vraiment le vendredi 13 novembre, lorsque l'euro-dollar a fait son pullback à 1,0810, ou que l'USDCHF a fait un pullback qui était juste impeccable sur le niveau des 1. C'est simple, 1 USD égale 1 franc. C'était 1,0000. Et depuis, le marché s'est bien repris. C'était donc ici. Voilà donc ce que je pense. Après, à court terme, j'aurais tendance à dire que les 1,0095 sont un support qui s'achète. En tout cas, qui permet de gérer son risque dans des proportions limitées. Ce qui correspond à la résistance à 1,07 sur l'euro-dollar. 1,0695, 1,07. Les paires majeures, l'USD Yen était dans un bas de canal haussier hier, il a rebondi, il est maintenant à mi-chemin entre le bas de canal et le haut de canal. Clairement, on est dans la tendance où on n'y est pas, il n'y a plus aucun timing. Le taux de change NZD-USD, lui, poursuit son repli. Le signal de vente a été donné hier à la cassure H4 de la résistance du support des 0,65 $. Il n'y a aucune divergence haussière sur ce marché. Ça reste parfaitement baissier. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a hier revu à la baisse ses perspectives d'inflation à horizon 2 ans, qui font des prévisions comme ça à long terme. Je pense que le NZD-USD s'expose à la cassure des 0,6456. Si ça cède, là franchement le marché peut retomber en direction des 0,6236. Mais les 0,6450, c'est quand même l'aboutissement d'une vente depuis la cassure des 0,6650. Donc là c'est un peu comme l'euro-dollar, c'est-à-dire qu'on arrive face à un marché qui a perdu 200 pips depuis vendredi dernier et qui peut peut-être se stabiliser. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à la recherche d'une résistance pour le vendre, il y en a une qui est assez limpide et qui s'établit à 0,65 $ ici sur le NZD-USD. L'inflation ressort supérieure aux attentes au Royaume-Uni en octobre.
donc le GBP USD qui de manière générale en weekly est dans un range depuis plusieurs mois parce que ce sont les deux monnaies les plus fortes, se replie quand même de manière très progressive, mais d'une manière tellement progressive que c'est difficile de l'attraper. Regardez le RSI weekly du GBP USD, il évolue de part et d'autre du niveau des 50, autant vous dire que c'est hyper compliqué de se positionner sur ce marché qui n'est pas réellement directionnel. Malgré tout, j'aurais tendance à dire que les 1,5240 sont toujours une bonne résistance pour vendre le GBP USD. Le taux de change AUD-USD, j'estime toujours que ce marché présente un risque de repli. Je vais simplement ici me positionner sur l'horizon de temps journalier. On se replie de manière très progressive. Il y a une résistance, moi, qui m'intéresse sur l'AUD-USD, c'est les 0,7150, qui me semble être la seule résistance véritablement fiable pour vendre le taux de change AUD-USD. Sachez simplement que l'AUD-USD est aussi corrélé à l'once d'or. Donc voilà, alors peut-être que les 1082 sont déjà la bonne résistance pour vendre l'once d'or. J'attends de voir la tête du chandelier H1. C'est certain que si on a déjà un chandelier H1 sur l'once d'or de rejet sous les 1082, peut-être que la reprise technique qui dure depuis 4 heures serait déjà terminée. Alors maintenant on va parler des indices boursiers. Je vais déjà vous montrer un indice. Alors, laissez-moi juste aller chercher mon chart. C'est celui-ci. C'est le FTSE. Le FTSE 100, vous avez un beau canal aussi en données journalières. Donc, il représente la dynamique générale des blue chips de Londres. J'apprécie le chandelier journalier qui a été construit hier sur le UK 100, au même titre que nous apprécions ce matin les chandeliers journaliers qui avaient été construits hier par le DAX, le CAC et surtout l'Eurostoxx 50 avec un rebond parfait sur le niveau des 3300 points. C'est le pivot depuis 2 ans. C'est le point qui a été débordé en mars dernier lorsque la BCE a lancé son QE, en janvier dernier lorsque la BCE a annoncé le QE. C'est le point qui a été débordé en octobre dernier lorsque la BCE a annoncé qu'elle agirait le 3 décembre. Et c'est donc le point qui a été à nouveau hier acheté par le marché lorsqu'il y a eu un trou d'air lié au titre des secteurs du tourisme et de la consommation, notamment des grands acteurs du luxe, des grandes boutiques en fait qui ont pignon sur rue à Paris, hein, sur les Champs-Élysées, d'autres secteurs et d'autres. Donc vous avez Hermès, LVMH, Kering, etc. qui se sont dans un premier temps repliés avant de se reprendre rapidement. Donc ce FTSE, je pense qu'il a du potentiel. Lorsque j'étudie les chandeliers intraday H4 du FTSE, j'ai même le sentiment que ce marché est en train de construire une structure en V-bottom. Donc là, je vous remets le canal. Alors attendez, il faut que j'attrape parfaitement voilà, la mèche. Donc on a un rebond dans un bas de canal de l'UK 100. Ce canal guide la progression des cours depuis la fin du mois d'août dernier, c'est-à-dire qu'il donne des points d'entrée et surtout des objectifs de cours. On a un pivot ici qui existe sur l'UK 100 que je vais positionner proprement et qui s'établit à 6250. Moi j'ai le sentiment qu'on a désormais sous nos pieds une structure de creux à l'image de celle que le marché avait construite fin septembre et qui autorise donc davantage de potentiel de hausse, et je pense que le FTSE peut rebondir vers 6490 points d'ici les prochaines semaines. Il y a du potentiel aussi sur le RSI H4. Donc la bourse de Londres, je pense, là est une bonne candidate pour profiter de la reprise des marchés. Action. Alors maintenant le DAX, il y avait hier un excellent timing lorsque le marché a fait un pullback à 10 520 points. Après admettons que c'était volatile, que c'était dans la première demi-heure de cotation avec un gap baissier lié aux événements du week-end dernier, forcément c'était pas évident de le tenter. Par contre ensuite d'un point de vue technique en données horaires, on voit que le marché a construit une structure en épaule, tête-épaule inversée, avec une cassure de la ligne de coup lorsque le marché a dépassé les 10 750 points. Attention, à court terme, le DAX atteint une oblique de résistance. Alors, je pense qu'on finira par la passer. Il n'y a pas de divergence en données horaires, c'est propre. Je pense que le RSI va continuer de progresser. Simplement, je m'adresse à ceux qui étudient le timing du marché. Le DAX, à 10 900 points, rencontre une oblique de résistance.
ce qui signifie que nous sommes là sur un point de prise de bénéfice des stratégies d'achat qui ont pu être mises en place entre 8h et 9h ce matin, ici sur le DAX. L'idée c'est quoi? C'est, je pense maintenant que le DAX peut tergiverser entre 10 815 et 10 900 dans cette zone ici, mais que derrière on ira plus haut. Je pense qu'on pourrait remonter à 11 000 points et 11 050 d'ici la fin du mois de novembre. Pourquoi? Parce que le marché a en tête l'action que va mener la Banque Centrale Européenne le jeudi 3 décembre. Lorsqu'on regarde un peu les dernières prises de parole des membres du directoire de la Banque Centrale Européenne, concrètement ce qu'ils nous disent c'est que on aura au moins un taux de dépôt qui va devenir plus négatif. Ça, tout le monde s'accorde sur. C'est pour ça que l'euro-dollar perd 900 pips depuis un mois. Il y aura un taux de dépôt qui va devenir plus négatif. Et le quantitative easing va être étendu d'au moins une des 3 façons possibles. La durée, le volume, les actifs éligibles. Maintenant, ce qui va jouer en décembre, c'est on a cette base sur laquelle le marché s'accorde, mais est-ce que la BCE va aller au-delà? Et là, c'est ce qui déterminera si l'euro-dollar ira à la parité ou s'il va simplement se stabiliser à 1,05. Mais je pense que l'euro-dollar baissera vers 1,05 avant le 3 décembre. Reste maintenant à attraper les bonnes résistances. Le DAX donc atteint à 10 900 points une oblique de résistance. Il n'y a plus de timing pour acheter, probablement un timing pour prendre des bénéfices. Le premier support que je vois pour un long, c'est 10 815. Si le marché revient se poser sur 10 815, je pense que là on aurait à nouveau une zone attractive pour se placer sur le DAX, dans le sens de la tendance haussière. Alors, qu'en est-il maintenant du CAC 40? Je vais juste aller le chercher. Le voici. Le CAC, c'est le même topo que l'Eurostoxx 50 ou le DAX, repris sur des niveaux swing très forts. Les 4730 points du CAC qui avaient été débordés le 22 octobre dernier. On se reprend. D'ailleurs, je vais juste retirer ça parce que ça. Alors, vous voyez un peu l'efficacité des extensions de Fibonacci avec les 5000 points qui étaient une des cibles de la structure en épaule tête-épaule inversée qui avait été construite entre 4003 et 4738. On avait une première jambe de hausse. Je pense qu'hier le marché a achevé une vague 2, donc une vague d'ailleurs qui s'est faite en 3 temps de consolidation entre le 6 novembre et le 16 novembre. Donc je pense que vraiment là on redémarre une phase de hausse. Je pense qu'avant la BCE, le CAC va revenir tester 5000 points. Alors 5000 points, c'était l'objectif que j'avais établi pour novembre, mais il a déjà été fait puisqu'on a fait 5007. Maintenant, je pense qu'on peut refaire 5000 points avant la BCE. On ne va pas forcément franchir 5000 avant la BCE, mais on va revenir chercher 5000 points avant la BCE. Et si elle nous annonce du lourd début décembre, en effet, on peut envisager que d'ici les fêtes de fin d'année, ce marché clôture au plus haut annuel, donc à 5200. Pour l'instant, on n'y est pas. Alors maintenant, pour ce qui est du cadre intraday, je vais vous montrer ici les bougies horaires du CAC. C'est à peu près le même topo que sur le DAX. Il y avait ce matin un bon timing pour acheter. Maintenant, on rencontre une ligne de résistance en données horaires qui correspond à la résistance des 10 900 points sur le DAX. C'est les 4 920 du CAC. Il y a donc plus de timing ici pour une stratégie d'achat. Davantage prendre des bénéfices. J'ai parlé d'un support à 10 815 sur le DAX qui m'intéresserait. Eh bien, si je devais vous donner un support sur le CAC, ce serait 4870. Voilà. Si le CAC revient tester les 4870, je pense qu'à nouveau, sur ce niveau, les acheteurs peuvent se remobiliser. Donc 10 815 sur le DAX et 4870 sur le CAC 40. Le Bund, lui, a repris sa marche en avant. Je vous ai proposé hier un article sur le site. Il y a eu un piège vendeur le 9 novembre sous 155,80. Lorsqu'on réintègre suite à un piège baissier, c'est violent à la hausse et c'est ce qui se passe. Le Bund va remonter vers 158,90 avant la BCE. Donc, et c'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie le repli de l'euro-dollar. C'est la progression du Bund, en fait le repli des taux obligataires au sein de la zone euro. Voilà donc pour le CAC, le DAX, le FTSE. Si vous vous intéressez à d'autres indices, n'hésitez pas. Il y a d'autres marchés qui sont susceptibles de vous intéresser, notamment le BIB et l'IBEX. Les paires majeures, je les ai toutes envisagées. Le taux de change USDK, lui qui suit donc son petit bonhomme de chemin, premier support swing 1,3280
sur le taux de change USD CAD, il y a un canal. Un canal qui, je pense, agira lorsque le marché aura fini de dériver vers lui à plat. C'est ce canal de hausse. En fait, moi, ce qui m'intéresse sur le taux de change USD CAD, c'est la reprise depuis les 1,2834. Et donc, on a ce canal. Et je pense qu'on peut dériver à plat jusqu'à venir le tester. Bon, là non plus, il n'y a pas non plus de timing, hein. Ok, j'ai parlé du Bund, des indices. J'ai parlé de l'or. Et maintenant, qu'en est-il du pétrole? Alors le pétrole, là aussi c'est intéressant, on est sorti par le haut de ce canal, donc ce qui signifie que la tendance change. La dynamique s'est globalement neutralisée à court terme, on se reprend de manière légère. Par contre, il y a quand même une résistance qui est solide sur le pétrole US à 42,50. Donc éventuellement on peut aller chercher 42,50, 42,50, 42,60. Par contre c'est une résistance qui pourrait agir sur les cours. De la même façon sur le Brent, la résistance est à 46,24. Tout ça pour dire qu'il existe un potentiel de reprise technique du pétrole à court terme, qui explique pourquoi l'USD-CAD se stabilise à court terme, et ce qui explique aussi pourquoi le FTSE bien profite là aussi d'un rebond depuis un bas de canal, ça le soutient. Il n'y a pas de timing à court terme pour shorter le pétrole avant au moins 1 $ au-dessus, hein. C'est comme l'once d'or. La résistance, elle est comprise entre 1082 et 1085. Il faut un chandelier au moins intraday de rejet sous une zone de résistance pour avoir la conviction technique, là encore, que la reprise est terminée. Alors, il y a plein d'actifs, notamment les paires croisées, qui sont susceptibles de vous intéresser. Je vais quand même donner un mot sur l'euro GBP parce qu'on a quand même pris connaissance ce matin des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni ainsi que du GBP CHF. Alors ce que j'ai tenté de vous expliquer, c'était que le franc avait de l'avance sur l'euro parce que la Banque nationale suisse s'ajuste agressivement à ce que fait la Banque centrale européenne. Pourquoi? Parce qu'il est vital pour l'économie suisse que le taux de change euro-CHF ne baisse pas. En clair, que le franc ne se renchérisse pas face à l'euro sous peine de gêner les exportations des grands acteurs suisses. Je vous rappelle que la Suisse, elle souffre d'une déflation beaucoup plus forte qu'au sein de la zone euro. Enfin, la Suisse est en déflation. Donc, le GBP-CHF, à travers sa hausse, est en avance sur la baisse de l'euro-GBP. Et l'USD-CHF, à travers sa hausse, est en avance sur la baisse de l'euro-dollar. L'euro GBP reste baissier, notamment depuis la cassure des 0,7212. Ce matin, la livre sterling profite des chiffres de l'inflation supérieurs aux attentes. L'euro GBP a cassé les 0,7040. L'euro GBP continue de se replier. Et je pense toujours que l'euro GBP se repliera en direction des 0,6930 d'ici donc la fin du mois de décembre. Et lorsque justement j'étudie le GBP CHF, que je vais aller chercher immédiatement, nous sommes presque à l'objectif de cours que j'avais mentionné depuis la cassure des 1,5118. Il s'agit donc des 1,5409. C'est un objectif énorme, hein. Dites-vous bien que le GBP CHF, il est revenu sur ses niveaux en amont du 15 janvier. On a effacé toute la baisse qui avait été liée à l'abandon par la Banque nationale suisse le 15 janvier dernier de son seuil face à l'euro. Le GBP CHF y est presque. Et je pense qu'il va d'ailleurs aller le rejoindre. C'est-à-dire que je pense que le GBP CHF va revenir à 1,55. Donc, pour ce qui est du très court terme, attention parce que ici, le GBP CHF va bientôt tester les 1,5410. C'est aussi l'aboutissement d'une stratégie d'achat qui avait été mise en place à la cassure des 1,5118 le 28 octobre dernier. Et pour le moment, le GBP CHF reste parfaitement haussier. Il n'y a pas de divergence spéciale à souligner. Donc en clair, sans divergence, il n'y a pas de raison de s'inquiéter de l'état de santé de la tendance. Ce qui nous invite éventuellement à se dire qu'une tendance peut se stabiliser ou s'inverser, c'est de constater un début de diff. Bon bah là il n'y en a pas, donc j'ai envie de dire ça peut continuer de monter. En tout cas, il ne faut pas shorter, quoi. C'est ça que je veux simplement signifier. Ok, alors il y a un certain nombre de questions, maintenant je vais y répondre tout de suite. Et la première, c'est celle de Stéphane. Et c'est une question auquel nous avons déjà répondu tout à l'heure à l'aide de la matrice des corrélations.
Alors, il y a peut-être par contre une question que vous pouvez vous poser, c'est comment on fait pour ajouter la matrice des corrélations, puisque par défaut, elle n'est pas sur la plateforme. Ça, c'est une très bonne question. Je vais donc vous guider, comme ça vous allez pouvoir le faire. Vous allez dans cette section, je vous en donne le lien. C'est gratuit, hein, donc c'est juste 2-3 clics, comme ça vous l'ajoutez à votre plateforme. Donc, je vous donne le lien dans le forum. Voilà, si vous pouvez cliquer sur ce lien, allez-y. Vous êtes ici dans la section du forum qui propose un certain nombre d'indicateurs un peu originaux qui permettent donc de personnaliser la plateforme de trading, enfin la plateforme graphique MarketScope de la plateforme Trading Station de FXM. Vous allez dans la page numéro 2, ici donc de cette section, et vous avez en page numéro 2, matrice de corrélation. Vous avez ici le lien pour télécharger gratuitement l'application matrice des corrélations. Vous cliquez sur ici, et vous avez ici toutes les instructions. Donc, ce que je fais, c'est que dans la section commentaires en temps réel, alors les commentaires c'est juste à droite de là où vous visualisez mon écran, hein, si vous vous posez la question. Et si vous assistez à notre webinaire depuis un autre site, venez sur directement DailyFX, comme ça vous accédez à la section commentaires. Vous cliquez dessus là, ce qui vous permettra d'installer la matrice des corrélations. Et puis voilà, tout simplement. Comme moi j'ai fait en fait ce matin, sauf que moi je l'ai installé par défaut. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez installé la matrice de corrélation, vous allez dans la liste de vos indicateurs et vous avez ici donc table de corrélation. Vous la chargez, vous choisissez les actifs que vous voulez croiser pour obtenir des coefficients de corrélation, l'horizon de temps et le nombre de périodes. Donc si je veux la mettre sur 20 jours, 1 mois, je choisis 20 et je mets des 20 jours. Et voilà. Donc ce qui permet d'étudier des corrélations à court terme, à moyen terme, à long terme, enfin un peu ce que vous voulez quoi. Donc ça peut être intéressant. C'est un outil qui est efficace si par exemple vous avez envie, je sais pas moi, de shorter l'euro, eh bien vous pouvez regarder les coefficients de corrélation entre toutes les paires en euros. Bon, il faudrait l'euro index, donc on n'a pas l'euro index. Je dirais que c'est surtout efficace par rapport à l'US dollar index, puisque là vous l'avez disponible. D'accord ? Voilà. Ou si vous voulez savoir quel indice profite le plus de la baisse de l'euro-dollar, dans la table de corrélation, vous mettez l'euro-dollar et tous les indices européens, tous ceux de la plateforme. Vous mettez le MIB, l'IBEX, le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50 et vous regardez celui qui a le coefficient de corrélation négatif le plus fort. Et vous prenez celui-là. C'est celui qui reproduira, qui profitera le plus de la baisse de l'euro-dollar. C'est celui qui aura le coefficient qui sera le plus proche de -1. Ça peut permettre de choisir. Voilà. Vous voulez qu'on regarde? On va regarder ça tout de suite. Alors, on va le faire ensemble. Donc, quel est l'indice qui profite le plus depuis un mois de la baisse de l'euro-dollar? Donc, matrice de corrélation. Je me mets sur 20 jours. Je choisis ici l'euro-dollar. Là, je mets tous les indices boursiers européens. Donc, c'est parti. Hop. Donc, l'Eurostoxx 50. Ici, je mets le l'ITA 40, ici je positionne, on va tous aller les chercher, le DAX, ensuite on va prendre le CAC, et enfin on va prendre l'IBEX, voilà. Maintenant ça c'est une chose, avant de regarder les résultats, l'euro-dollar, ce qui m'intéresse c'est de savoir précisément depuis quand il est sous pression. Il est sous pression depuis le 15 octobre, donc nous sommes le 17 novembre, donc ça fait un mois plus 2 séances, donc je mets ma matrice de corrélation sur 22 jours. Alors, où est-ce que je l'ai mis ma matrice déjà? J'ai mis sur le DAX. Donc, depuis 22 jours, et on regarde les résultats. Quel est l'indice qui profite le plus de la baisse de l'euro-dollar? Alors l'idée c'est quoi? L'indice qui profitera le plus de la baisse de l'euro-dollar, c'est celui dont le coefficient de corrélation est le plus proche de -1. Et la réponse c'est le DAX. Voilà, donc voici les coefficients de corrélation. Vous avez -0,75 pour l'Eurostoxx 50, -0,82 pour le DAX, -0,72 pour le CAC. Donc c'est le DAX qui reproduit le plus la baisse de l'euro-dollar, hein, qui en profite le plus. Voilà, -0,81.
Alors, donc les questions. Bonjour Philirix, regarde mieux ton RSI, divergent baissier caché, sous résistance, sans catalyseur externe, c'est bear. Alors, ok, donc par contre, de quel actif parles-tu, mon cher Philippe? Ensuite, question de Sommer, bien vu sur le DAX, retracement possible pour mieux repartir. Je pense qu'en effet, c'est une conso pour mieux repartir, mais il y a, il faut vraiment surveiller les supports parce que c'est quand même sérieusement solide. Alors, bonjour Radart. Jusqu'à 17h30, le CAC est reparti en hausse nette, précisément à 17h30. Parce que à 17h30, c'est la clôture du marché au comptant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment marchait le CAC 40 spot, celui qui clôture à 17h35. À 17h30, les carnets d'ordre des actions se figent. Entre 17h30 et 17h35, le carnet s'ajuste. Et à 17h35, on prend l'offre et la demande qui matchent et on donne un prix. Et on fixe à 17h35 le prix final pour les 40 actions du CAC. Et donc à 17h35, le prix de clôture du CAC. C'est comme ça que ça marche. L'AU des yens. Alors, l'AU des yens, c'est une tendance haussière bien construite, progressive. Un bas de canal en donné 4 heures. Je pense que l'AU des yens peut rebondir vers 88. Bon, c'est légèrement directionnel, mais c'est pas mal. L'ONEL nous partage une analyse économique du forum. Voici le lien, je l'ai posté. Et voici donc le post de l'ONEL dans le forum qui propose une vue économique sur la Chine, entre autres, avec la pyramide des âges, une synthèse des indices PMI par secteur, bon, tout un tas de beaux graphiques sur la Chine, vraiment un beau post de la part de l'ONEL. Donc si ça vous intéresse, vous avez ça dans la section forum, dans le journal de trading de l'ONEL, et c'est vrai que c'est sérieusement propre. J'irai voir ça tout à l'heure, mais c'est pas mal. Alors le DAX, à court terme, on a cette oblique de résistance qui passe à 10 920 points, mais il ne faut pas shorter. Hein, regardez le RSI du DAX en H1, c'est hyper fort, quoi. Alors idéalement, si on revient sur support, ça se paye, mais voilà, comme dit Sylvain, on achète sur support, quoi. Mais c'est fort, hein, c'est très très fort. Je pense que l'USD CAD atteindra 1,34 quand le pétrole aura fini son rebond technique. Alors, Phil nous parle des indices DAX, CAC, RSI supérieur à celui du précédent top et le prix plus bas. Alors, c'est sur quel horizon de temps? Ok. Alors, je vois. Moi, en fait, j'aurais tendance simplement à court terme à voir la dynamique. On peut en effet revenir dans cette zone-là. J'irai pas jusqu'à shorter par contre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je pense que à court terme, on peut peut-être temporiser dans cette zone-là sur le DAX. Alors, le GBP USD. Le GBP USD profite à court terme des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, mais je pense toujours que les 1,5240 sont une bonne résistance pour shorter. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Merci d'avoir été attentif. Prochain point de marché à 13h, le 13h des day traders. Moi je vous retrouve, alors attention, je vous retrouve à 14h15. 14h15 pour suivre en direct l'inflation aux États-Unis. Voilà, donc bon appétit et à tout à l'heure.